L'année 859 marque un tournant dans l'histoire viking. Sur les rives de la Loire, en plein cœur de la France franque, 62 navires se préparent à l'impensable. Hásteinn, l'un des chefs vikings les plus redoutés d'Europe, s'apprête à lancer l'expédition la plus ambitieuse jamais tentée par les Nordiques. À ses côtés se tient Björn Côte de Fer, guerrier légendaire que certains disent être le fils de Ragnar Lodbrok. Leur objectif ne fait aucun doute. Rome, la ville éternelle, le cœur battant de la chrétienté, doit tomber sous leurs haches. Depuis des décennies, les Vikings terrorisent les côtes européennes. Ils ont pillé Paris, ravagé les monastères, remonté chaque rivière navigable de France. Mais Rome représente autre chose. Rome, c'est la gloire absolue, le butin ultime, le raid qui ferait entrer n'importe quel chef dans la légende. Les récits parlent de palais recouverts de marbre, d'églises débordantes d'or, de trésors accumulés depuis 1000 ans. Pour Hásteinn, saccager Rome signifierait bien plus que la richesse. Ce serait prouver au monde entier que rien, absolument rien, ne peut résister à la fureur nordique. Hásteinn n'est pas n'importe qui. Les chroniqueurs francs le décrivent comme féroce, extraordinairement cruel, sauvage, pestilentiel, hostile, sombre, brutal, porté sur les excès, perfide et sans foi. Dans sa jeunesse, il a participé à d'innombrables raids. Il connaît chaque ruse, chaque stratagème qui permet de vaincre un ennemi supérieur en nombre. Certains murmurent qu'il aurait été le pédagogue de Björn, l'homme qui lui aurait enseigné l'art de la guerre. D'autres affirment qu'il est lui-même fils de Ragnar Lodbrok, bien que cette affiliation relève probablement de la propagande destinée à accroître son prestige. Peu importe son origine véritable. En 859, Hásteinn commande le respect par ses actes, pas par son lignage. Il a déjà ravagé la Francie pendant des années, établissant des camps sur la Loire, multipliant les razzias, forçant le roi Charles le Chauve à négocier encore et encore. Mais maintenant, il voit plus grand. Beaucoup plus grand. La flotte quitte la Loire au printemps 859. 62 dracars, chacun transportant entre 30 et 40 guerriers aguerris. Au total, près de 2000 hommes prêts à tout pour la gloire et l'or. Ces navires, chefs d'œuvre de l'ingénierie viking, peuvent naviguer aussi bien en haute mer que dans les eaux peu profondes. Leurs proues sculptées en forme de dragon terrorisent les populations côtières depuis des générations. La stratégie d'Hásteinn est claire. Longer la côte atlantique vers le sud, franchir le détroit de Gibraltar, pénétrer en Méditerranée et frapper au cœur de l'ancien empire romain. Personne n'a jamais tenté une expédition d'une telle ampleur. Les Vikings ont l'habitude de raids rapides, pas de campagnes de plusieurs années à des milliers de kilomètres de chez eux. Mais Hásteinn n'est pas homme à se contenter de l'ordinaire. Le voyage débute mal. Remontant la côte ibérique, les Vikings tentent de piller le royaume des Asturies, dans le nord de l'Espagne. Les Asturiens, habitués aux raids maures venus du sud, repoussent violemment l'attaque. Hásteinn subit sa première défaite. Têtu, il persiste et s'attaque ensuite au territoire musulman de l'émirat de Cordoue. À Niebla, en 859, les forces de l'émirat infligent une nouvelle défaite cuisante aux Vikings. Ces revers auraient découragé n'importe quel chef ordinaire. Pas Hásteinn. Il comprend que les royaumes chrétiens et musulmans d'Espagne sont trop organisés, trop préparés. Il décide alors de changer de tactique. Frapper vite, ne jamais s'attarder, multiplier les cibles pour disperser les défenses ennemies. La stratégie fonctionne. Les Vikings attaquent Algésiras et incendient la grande mosquée, un acte qui résonne comme un défi lancé à l'émirat. Ils traversent ensuite le détroit de Gibraltar, exploit remarquable en soi, et débarquent sur les côtes d'Afrique du Nord, à Nekor, près de l'actuelle Melilla. Là, ils pillent pendant une semaine entière. Les défenseurs locaux fuient rapidement, laissant les Vikings capturer le harem d'un chef local. Plus tard, l'émir de Cordoue paiera une rançon considérable pour récupérer ses prisonniers. C'est en Afrique que les Vikings rencontrent pour la première fois des Africains subsahariens, probablement amenés là par des marchands d'esclaves arabes. Les Nordiques les appellent « blamen », hommes bleus, tant leur peau sombre les fascine. Certains de ces captifs sont emmenés comme curiosités, avant d'être vendus comme esclaves en Irlande des mois plus tard. Après l'Afrique,
Hastin remonte vers l'Espagne méditerranéenne. Les îles Baléares tombent, suivies par les côtes de Murcie. Chaque raid rapporte son lot d'or, d'argent, de tissus précieux. Les cales des dracars se remplissent progressivement. Mais ce n'est qu'un début. Longeant la côte nord de la Méditerranée, la flotte viking pénètre dans le golfe du Lion et atteint la bouche du Rhône. L'hiver approche, et même les Vikings ne peuvent naviguer par temps de tempête. Hastin décide d'établir un camp d'hivernage en Camargue, sur une île à l'embouchure du fleuve. Pendant des mois, les guerriers nordiques se reposent, réparent leurs navires, comptent leur butin. Au printemps 860, les raids reprennent avec une violence décuplée. Les Vikings remontent le Rhône sur plus de 100 km, défiant toute logique militaire. Ils attaquent Arles, cette ancienne cité romaine qui a vu passer les empereurs. Ils saccagent Nîmes avec ses monuments antiques. Ils ravagent Valence, semant la terreur sur leur passage. Les chroniques franques décrivent des scènes d'horreur, églises profanées, prêtres massacrés, populations entières réduites en esclavage. Les Francs tentent de riposter. Une armée est levée pour stopper l'invasion. Une bataille a lieu, et cette fois, les Francs l'emportent. Hastin, pragmatique, comprend qu'il doit partir avant que davantage de troupes ne convergent vers le Rhône. Il ordonne le retrait vers la mer et met le cap à l'est. Direction, l'Italie. Direction, Rome. La côte italienne se dessine à l'horizon. Les Vikings naviguent le long du littoral ligure, scrutant chaque ville, chaque port. Ils ont déjà capturé Pise sans grande difficulté. Maintenant, ils cherchent leur véritable objectif. Et puis un jour, ils la voient. Une ville aux murailles impressionnantes, visible depuis la mer. Des bâtiments de marbre blanc brillent sous le soleil méditerranéen. Un amphithéâtre majestueux se dresse, témoignage de la grandeur romaine. Pour des hommes venus des fjords sombres de Scandinavie, cette vision doit ressembler au paradis. Hastin en est convaincu. C'est Rome. La ville éternelle se trouve devant eux. En réalité, c'est Luna, aujourd'hui appelée Luni, une ville située à plus de 400 km au nord de Rome. Luna a connu son âge d'or sous l'Empire romain comme port d'exportation du marbre de Carrare, ce marbre blanc qui a servi à construire les plus beaux monuments de Rome. Mais en 860, Luna n'est plus qu'une ombre de sa gloire passée. La ville a subi invasion sur invasion. Les Goths l'ont saccagée au VIe siècle. Les Byzantins l'ont conquise en 552, avant de la perdre face aux Lombards en 642. Ces derniers ont détruit une partie des murailles, affaiblissant considérablement les défenses. Puis Charlemagne l'a brièvement incorporée à son empire. La population a diminué, le port s'est ensablé progressivement et la malaria commence à rendre la région insalubre. Mais de l'extérieur, Luna conserve une apparence imposante. Ses murailles, construites avec le marbre local, brillent d'un éclat trompeur. Son amphithéâtre, capable d'accueillir 7000 spectateurs à son apogée, domine toujours le paysage. Ses temples, bien que partiellement en ruine, témoignent d'un passé glorieux. Pour Hastin et ses hommes, ignorants de la géographie italienne, c'est forcément Rome. Cette confusion peut sembler incroyable. Comment des navigateurs aussi expérimentés ont-ils pu se tromper à ce point? Plusieurs explications existent. D'abord, les Vikings n'ont jamais navigué aussi loin vers le sud. Ils connaissent les rivières de France, les côtes de l'Angleterre, mais la Méditerranée reste un territoire inconnu. Ensuite, ils ne possèdent aucune carte précise. Ils naviguent à vue, se fiant aux récits entendus dans les tavernes, aux descriptions de marchands, aux rumeurs colportées de port en port. Peut-être qu'un guide local mal intentionné leur a fourni de fausses informations. Peut-être ont-ils simplement voulu croire que la première ville impressionnante qu'ils rencontraient devait être Rome. L'arrogance joue peut-être aussi un rôle. Après avoir traversé la moitié de l'Europe, vaincu tant d'ennemis, Hastin se croit peut-être invincible, infaillible. Face aux murailles de Luna, Hastin fait face à un problème. Contrairement à Pise, qui est tombée facilement, Luna semble bien défendue. Les murs sont hauts, solides. Des gardes patrouillent. Lancer un assaut frontal coûterait trop de vie, même pour une victoire garantie. Et Hastin n'est pas homme à gaspiller ses guerriers inutilement. C'est alors qu'il conçoit son plan le plus audacieux. Un plan si fou, si théâtral,
qu'il entrera dans la légende, même s'il aboutira au mauvais endroit. Hastin se fait passer pour mourant. Certaines versions racontent qu'il feint simplement la maladie. D'autres affirment qu'il se fait passer pour mort. Quoi qu'il en soit, ces hommes l'installent sur une civière et se présentent aux portes de Luna avec un message extraordinaire. Leur chef, un grand guerrier, se meurt. Dans ces derniers instants, il a vu la lumière du Christ. Il souhaite se convertir au christianisme, recevoir les sacrements, être enterré en terre consacrée. Pour l'évêque de Luna et les prêtres de la ville, c'est un miracle. Un chef viking, symbole même de la barbarie païenne, veut embrasser la vraie foi avant de mourir. C'est une victoire pour l'Église, une preuve de la puissance du message chrétien. Comment refuser une telle requête? Les portes s'ouvrent. Hastin, porté sur sa civière, est transporté à l'intérieur des murailles. Une petite escorte de guerriers vikings l'accompagne, apparemment désarmés, vêtus de robes de deuil. Selon certaines versions, ils sont 50. Selon d'autres, beaucoup moins. Ils entrent dans l'église principale de Luna. L'évêque s'avance, prêt à administrer les derniers sacrements. Les prêtres psalmodient. Les habitants de Luna, rassemblés dans l'église, assistent à la scène avec émotion. Un païen sauvé au dernier moment, quelle belle histoire à raconter. C'est le moment que choisit Hastin pour bondir de sa civière. L'effet de surprise est total. Avant que quiconque puisse réagir, Hastin dégaine une épée cachée sous les draps. D'un coup violent, il décapite l'évêque. Le sang éclabousse l'autel. Les prêtres hurlent. Les habitants tentent de fuir, mais c'est trop tard. Les 50 gardes d'honneur arrachent leurs robes, révélant des armes dissimulées. En quelques secondes, l'église se transforme en boucherie. Les Vikings massacrent tous ceux qui se trouvent à l'intérieur, puis se ruent vers les portes de la ville. De l'extérieur, le reste de la flotte attend le signal. Les portes s'ouvrent de l'intérieur. 2000 Vikings déferlent dans Luna. Ce qui suit est une orgie de violence typique des raids vikings. Les guerriers nordiques se répandent dans les rues, tuant, pillant, violant. Aucune maison n'est épargnée. Les Vikings arrachent tout ce qui a de la valeur. Or, argent, tissus précieux, objets liturgiques. Ils traînent les habitants hors de leur maison, séparant ceux qui peuvent être vendus comme esclaves de ceux qui seront simplement tués. Luna possédait encore quelques richesses, vestiges de son passé glorieux. Les églises contiennent des calices d'or, des reliquaires incrustés de pierres précieuses, des chandeliers d'argent. Les maisons des notables recèlent de la vaisselle fine, des bijoux, des pièces de monnaie accumulées sur plusieurs générations. Les entrepôts du port abritent des marchandises, tissus, épices, vins, huile. Les Vikings prennent tout. Méthodiquement, systématiquement, ils vident la ville de ses richesses. Les femmes jeunes et les enfants sont rassemblés pour être vendus sur les marchés d'esclaves. Les hommes valides qui ne résistent pas peuvent aussi être épargnés. Un esclave vigoureux vaut de l'argent. Les vieillards, les malades, ceux qui tentent de défendre leurs biens, sont massacrés sans pitié. L'amphithéâtre romain, symbole de la grandeur passée de Luna, voit peut-être ses derniers spectacles ce jour-là. Non pas des jeux organisés, mais le chaos de la destruction. Les temples sont profanés, leurs statues renversées. Le marbre blanc de Carrarée, qui faisait la fierté de Luna, se teinte de rouge. Pendant des heures, peut-être des jours, Luna brûle. La fumée s'élève vers le ciel méditerranéen. De loin, les villages voisins voient les flammes et comprennent qu'une catastrophe s'est abattue sur la région. Mais quelque chose cloche. Les hommes d'Hastin commencent à se poser des questions. Où sont les immenses palais dont parlèrent les légendes? Où se trouve le Vatican avec ses trésors infinis? Où sont les centaines d'églises débordant de richesses? Luna possède certes de beaux bâtiments, mais rien qui ressemble à ce qu'on leur a décrit de Rome. Un prisonnier parle, ou peut-être un marchand capturé qui connaît la géographie. La vérité éclate comme un coup de tonnerre. Ils ne sont pas à Rome. Ils viennent de saccager Luna, une ville certes importante, mais qui se situe à 400 km au nord de leur véritable objectif. Rome, la vraie Rome, se trouve bien plus au sud, à l'intérieur des terres, près d'un autre fleuve, le Tibre. La ville éternelle, avec ses murailles auréliennes construites au IIIe siècle, ses centaines d'églises, son pape, ses trésors incommensurables, n'a même pas été menacée.
L'humiliation est totale. Hásteinn, le grand chef viking, le stratège redoutable, celui qui a berné tant d'adversaires, vient de commettre l'erreur la plus monumentale de sa carrière. Il a planifié une ruse brillante, exécuté un stratagème digne des légendes pour attaquer la mauvaise ville. Les chroniques divergent sur la réaction d'Hásteinn. Certaines affirment qu'il entre dans une rage folle. D'autres racontent qu'il ordonne le massacre de tous les habitants restants de Luna, comme pour effacer les témoins de sa honte. Selon Dudo de Saint-Quentin, le moine normand qui a rapporté l'histoire plus de 2 siècles après les faits, Hásteinn se serait livré à une boucherie sans précédent pour que le monde se souvienne du massacre plutôt que de l'erreur de navigation. Mais une question se pose, pourquoi ne pas simplement poursuivre vers Rome? La flotte est intacte, les hommes sont reposés après le sac de Luna, les cales sont pleines de provisions. 400 km de côte, ce n'est rien pour des Vikings habitués à traverser la mer du Nord. La réponse est probablement pragmatique. Les rumeurs voyagent vite. Le sac de Luna a certainement alerté toute l'Italie. Rome, la capitale de la chrétienté, ne sera pas prise au dépourvu. Les défenses seront en alerte maximale. Les murailles auréliennes, hautes de 6 mètres et épaisses de 4, protégées par des centaines de tours, sont autrement plus impressionnantes que celles de Luna. Le pape peut mobiliser des armées, appeler à l'aide les seigneurs locaux, organiser une défense en profondeur. Et puis, il y a la distance. Rome ne se trouve pas sur la côte. Il faudrait remonter le Tibre, s'enfoncer dans les terres, risquer d'être pris au piège loin de la mer et des navires. Pour des Vikings dont la force réside dans la mobilité, dans la capacité à frapper vite et à disparaître avant que l'ennemi ne réagisse, c'est un risque énorme. Hásteinn prend donc la décision la plus raisonnable, même si elle blesse son orgueil, abandonner l'idée d'attaquer Rome et continuer les raids ailleurs en Italie. La flotte viking poursuit sa route le long de la côte italienne. Luna n'était qu'un épisode. Humiliant, certes, mais rentable malgré tout. Les cales des dracars débordent de butin. Il est temps de capitaliser sur ces richesses avant que la chance ne tourne. Les Vikings attaquent d'autres villes côtières. Fiesole tombe après qu'ils aient remonté le fleuve Arno. Les récits mentionnent d'autres raids, bien que les détails soient flous. Peut-être ont-ils atteint la Sicile, bien que les preuves restent incertaines. Ce qui est sûr, c'est que Hásteinn et Björn passent plusieurs mois à écumer les côtes italiennes, multipliant les coups de main, évitant les grandes batailles, accumulant toujours plus de richesses. Mais l'Italie ne peut contenir éternellement une flotte viking de cette ampleur. Les autorités locales commencent à s'organiser. Les villes renforcent leur défense. Des patrouilles navales sont mises en place. Le temps de l'effet de surprise est révolu. À l'automne 860, Hásteinn décide qu'il est temps de rentrer. La flotte met le cap à l'ouest, longeant la côte française puis espagnole. Les cales débordent de butin. Les navires transportent des dizaines d'esclaves. Après 2 ans d'absence, les guerriers nordiques rêvent de retrouver leur foyer, de partager leurs richesses, de raconter leurs exploits. Mais la Méditerranée n'a pas fini de leur réserver des surprises. Le détroit de Gibraltar, cette étroite bande d'eau qui sépare l'Europe de l'Afrique, présente un défi unique. Les courants y sont puissants et traîtres. Un courant de surface constant pousse de l'Atlantique vers la Méditerranée, tandis qu'un contre-courant profond fait le trajet inverse. Ces courants, alimentés par la différence de salinité entre les 2 mers, peuvent atteindre plusieurs nœuds de vitesse. Pénétrer dans la Méditerranée depuis l'Atlantique est relativement facile. Il suffit de se laisser porter par le courant. Mais en sortir, c'est une toute autre histoire. Les navires doivent lutter contre un courant contraire, ramer pendant des heures, manœuvrer constamment pour ne pas être repoussés. Hásteinn et Björn ont vécu cette difficulté à l'aller, mais alors leurs navires étaient rapides et légers. Au retour, alourdis par le butin et les esclaves, les dracars peinent à avancer. Leur progression est lente, pénible. Les rameurs s'épuisent. Et c'est exactement ce moment que choisit la flotte maure pour attaquer. L'émir de Cordoue n'a pas oublié les raids vikings sur ses côtes. Pendant 2 ans, il a vu ces barbares du Nord piller ses villes, brûler ses mosquées, capturer ses sujets. Maintenant qu'il apprend que la flotte viking tente de quitter la Méditerranée, il voit l'occasion de prendre sa revanche. Une flotte maure considérable attend les Vikings à la sortie du détroit. Les sources parlent de dizaines de galères arabes, rapides et maniables, armées de catapultes. Et surtout,
les Maures possèdent une arme terrible, le feu grégeois. Cette substance incendiaire, héritée des Byzantins, est la terreur des marins. Impossible à éteindre avec de l'eau, elle brûle même à la surface des vagues. Les catapultes Maures projettent des pots remplis de ce liquide terrifiant. Lorsqu'ils se brisent sur les dracars, les navires vikings s'embrasent instantanément. La bataille est un massacre. Les Vikings, épuisés par leur lutte contre le courant, alourdis par leur cargaison, ne peuvent manœuvrer efficacement. Les galères Maures les encerclent, les bombardent méthodiquement. Un navire viking prend feu, puis 2, puis 10. Les guerriers nordiques hurlent, tentent d'éteindre les flammes, sautent à l'eau. Certains se noient, d'autres brûlent vifs. Le feu grégeois ne fait pas de distinction. Il consume les navires, le butin, les hommes. Tout ce qu'Hastane et Björn ont accumulé pendant 2 ans part en fumée. Les esclaves, enchaînés dans les cales, n'ont aucune chance de s'échapper. Leurs cris se mêlent au rugissement des flammes et au fracas de la bataille. Quand le combat cesse enfin, le bilan est catastrophique. Sur les 62 dracars qui avaient quitté la Loire 3 ans plus tôt, seulement 20 restent intacts. 42 navires ont coulé ou brûlé dans le détroit. Des centaines, peut-être plus d'1 millier de guerriers vikings ont péri. Une grande partie du butin est perdue. L'expédition méditerranéenne, qui devait être le couronnement de la gloire viking, se termine en catastrophe. Mais Hastane ne serait pas Hastane s'il abandonnait maintenant. Avec les 20 navires survivants, il continue à remonter la côte atlantique. Pas question de rentrer les mains vides, pas question de laisser le désastre du détroit définir l'expédition. En Navarre, petit royaume chrétien coincé entre les Francs et les Maures, les Vikings voient une dernière opportunité. Ils débarquent et attaquent Pampelune, la capitale. La ville n'est pas préparée à affronter des Vikings aussi loin de la mer. Elle tombe rapidement. Et là, Hastane accomplit son coup de maître final. Les Vikings capturent le roi Garcia Ier de Navarre en personne. Un roi, c'est un trophée inestimable, le genre de prise qui peut transformer une défaite en victoire. Les négociations commencent immédiatement. Les Navarrais veulent récupérer leur roi, évidemment. Hastane fixe une rançon astronomique, 70 000 dinars d'or. C'est une fortune colossale, environ 300 kilos d'or pur. Pour un petit royaume comme la Navarre, c'est presque impossible à réunir. Mais quand il s'agit de sauver son roi, un pays trouve toujours un moyen. Les coffres sont vidés, les églises abandonnent leurs calices, les nobles vendent leurs terres. Pendant des semaines, l'or afflue vers le camp viking. Finalement, la rançon est payée intégralement. Le roi Garcia est libéré. Hastane et Björn, leurs cales remplies d'or navarrais, reprennent enfin la route du Nord. En 862, 3 ans après leur départ, les 20 dracars survivants remontent la Loire. L'expédition la plus ambitieuse jamais tentée par les Vikings s'achève. Les guerriers qui en reviennent sont riches, mais ils ont payé le prix fort. Des 2000 hommes partis en 859, combien sont rentrés? Peut-être 6 ou 700, tout au plus. Pourtant, dans les grandes halles nordiques, autour des feux, l'expédition devient une légende. On raconte les batailles contre les Maures, les raids en Afrique du Nord, le sac des villes françaises, la prise de Luna. On minimise le désastre du détroit de Gibraltar. On amplifie l'audace de la capture du roi de Navarre. Et surtout, on raconte le stratagème d'Hastane à Luna. Le chef viking qui s'est fait passer pour mort, qui a trompé un évêque, qui a ouvert les portes d'une ville en ressuscitant comme par magie. Peu importe que ce ne soit pas Rome, l'histoire est trop belle pour laisser les détails la gâcher. Hastane, lui, sait la vérité. Il a échoué à atteindre Rome, il a perdu les 2/3 de sa flotte. Mais il a survécu, il est rentré riche et son nom est sur toutes les lèvres. Dans le monde viking, c'est peut-être tout ce qui compte vraiment. L'histoire d'Hastane ne s'arrête pas avec le raid méditerranéen. Pendant les décennies suivantes, son nom apparaît sporadiquement dans les chroniques. En 866, il s'allie avec Salomon, roi de Bretagne, pour piller Le Mans. Il participe à la bataille de Brissart, où le comte d'Anjou Robert le Fort trouve la mort. En 882, des annales franques mentionnent une flotte viking sur la Loire commandée par un certain Hastingus ou Alstingus, probablement Hastane.
Le roi Louis III négocie son départ en lui payant un tribut et en lui offrant le comté de Chartres. Hastin aurait ensuite servi d'intermédiaire entre les Francs et Rollon, le futur fondateur du duché de Normandie. En 890, à un âge qui devait être vénérable pour l'époque, Hastin s'installe à Argueuve et conclut un accord avec l'abbé de Saint-Vaast. Il protégera l'abbaye contre d'autres vikings en échange de terres. Le païen impitoyable qui a terrorisé l'Europe pendant des décennies finit sa vie comme protecteur d'un monastère chrétien. L'ironie est savoureuse. En 892, un homme nommé Hastin débarque en Angleterre avec 2 armées. 80 navires en Kent, 250 à Appledore. Le plan est ambitieux. Les 2 forces doivent se rejoindre pour envahir l'Angleterre. Alfred le Grand, roi du Wessex, empêche cette jonction et force les fils d'Hastin à se convertir au christianisme. Si c'est bien le même Hastin, il aurait alors environ 70 ans, un âge remarquable pour un guerrier viking. Après 892, Hastin disparaît des chroniques. Peut-être est-il mort. Peut-être s'est-il retiré au Danemark ou dans le Danelag, cette partie de l'Angleterre contrôlée par les Vikings. Peut-être a-t-il enfin connu cette fin paisible que tant de guerriers nordiques recherchaient sans jamais l'atteindre. Alors, que retenir de l'histoire d'Hastin et de Luna? Que nous dit cette anecdote sur l'époque viking? D'abord, elle illustre l'audace incroyable de ces hommes du Nord. Imaginez le courage qu'il faut pour quitter votre pays avec 60 navires, traverser des milliers de kilomètres de mer inconnue, affronter des ennemis dont vous ne parlez pas la langue, dans des territoires dont vous ne connaissez rien. Les Vikings du IXe siècle accomplissaient des voyages qui nous sembleraient insensés aujourd'hui, même avec GPS et moteur. Ensuite, elles montrent les limites de leurs connaissances géographiques. Les Vikings étaient de brillants navigateurs sur leur territoire familier, la mer du Nord, la Baltique, les côtes atlantiques, mais la Méditerranée restait largement inexplorée. Ils naviguaient sans carte précise, se fiant aux étoiles, au soleil, aux récits de marchands. Dans ces conditions, confondre Luna et Rome n'est peut-être pas si étonnant. L'histoire révèle aussi la nature profondément opportuniste des raids vikings. Hastin voulait attaquer Rome, certes, mais quand il a découvert son erreur, il n'a pas poursuivi vers le sud. Il a pris ce qu'il pouvait à Luna, puis il est passé à autre chose. Les Vikings n'étaient pas des idéalistes en quête de gloire pure, c'étaient des pragmatiques qui cherchaient avant tout la richesse et la survie. Le stratagème utilisé à Luna, se faire passer pour mort ou mourant pour pénétrer dans la ville, illustre parfaitement la mentalité viking. Pour eux, toute ruse est acceptable si elle mène à la victoire. L'honneur ne consiste pas à se battre loyalement selon des règles établies. L'honneur consiste à gagner, à ramener du butin, à protéger ses hommes. Si cela implique de mentir à un évêque, de profaner une église, tant pis. Cette tactique n'est d'ailleurs pas unique. Les Vikings ont utilisé des stratagèmes similaires ailleurs. L'histoire de Luna rappelle le cheval de Troie de l'Antiquité, et peut-être que Hastin connaissait cette légende. Les contacts entre Nordiques et Méditerranéens existaient, les histoires circulaient. Hastin a peut-être simplement adapté une vieille ruse à son contexte. Il faut cependant aborder la question de la fiabilité de cette histoire. Notre source principale est Dudo de Saint-Quentin, un moine normand qui a écrit son récit au début du XIIe siècle, plus de 200 ans après les événements. Dudo n'était pas un historien au sens moderne. C'était un chroniqueur dont l'objectif était autant moral que factuel. Les historiens modernes sont donc très prudents avec le récit de Dudo. Certains pensent que l'histoire entière est une invention, un mélange de plusieurs événements réels transformés en légende. D'autres croient qu'il y a un fond de vérité, mais que les détails ont été dramatisés. Ce qui est certain, c'est qu'une expédition viking majeure a bien eu lieu en Méditerranée entre 859 et 862. Des sources arabes, irlandaises et franques confirment la présence d'une grande flotte nordique dans la région. Luna a effectivement été attaquée par des Vikings vers 860. La catastrophe navale dans le détroit de Gibraltar est mentionnée dans plusieurs sources indépendantes. Alors, le stratagème du cadavre ressuscité est-il vrai? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Mais vrai ou non, le récit nous en dit long sur la façon dont l'Europe médiévale percevait les Vikings. Rusés, dangereux, capables de tout,
y compris de se moquer de la religion chrétienne pour servir leurs objectifs. Et qu'est-il arrivé à Luna après ce raid dévastateur? La ville ne s'est jamais vraiment remise. Déjà affaiblie avant l'attaque viking, elle a continué son lent déclin. En 849, elle avait subi un premier raid des Sarrasins. En 860, les Vikings l'ont ravagée. En 1015, l'émir andalou de Denia, Mujahid, l'a conquise avec sa flotte sarde. Pise et Gênes sont intervenus pour le repousser, mais Luna est sortie détruite de ce nouveau conflit. Le coup de grâce est venu de facteurs naturels. Le port continuait à s'ensabler, rendant le commerce impossible. La malaria se répandait dans la région marécageuse. La population a progressivement abandonné la ville. En 1058, les derniers habitants de Luna ont migré vers Sarzana, une ville voisine plus sûre et plus saine. D'autres ont fondé Ortonovo et Nicolas. Le siège épiscopal a été déplacé à Sarzana en 1204 ou 1207. Luna, autrefois port florissant exportant le précieux marbre de Carrare, n'était plus qu'un village fantôme. Au XIVe siècle, Pétrarque écrivait que Luna était autrefois célèbre et puissante, et maintenant seulement un nom nu et inutile. Les ruines romaines ont été systématiquement pillées pour construire d'autres villes. En 1461, le pape Pie II a émis un bref interdisant toute nouvelle destruction des vestiges, mais c'était trop peu, trop tard. En 1471, le Palazzo del Comune de Sarzana a été construit en grande partie avec des pierres arrachées aux ruines de Luna. Aujourd'hui, Luni, l'orthographe moderne, n'est qu'un petit village de Ligurie. Un site archéologique permet de voir les vestiges de l'amphithéâtre romain, quelques colonnes, des fragments de mosaïques. Un musée adjacent abrite les objets découverts lors des fouilles des années 1970. Mais pour le visiteur ordinaire, rien ne suggère que cette bourgade paisible fut un jour assez impressionnante pour être confondue avec Rome. L'histoire d'Astein à Luna nous enseigne plusieurs choses sur l'âge viking et sur l'histoire européenne du IXe siècle. Premièrement, l'Europe de cette époque était extraordinairement fragmentée. Il n'existait aucune unité politique capable de coordonner une défense efficace contre les Vikings. Les royaumes francs se déchiraient dans des guerres civiles. L'Italie était divisée entre duchés lombards, territoires byzantins, États pontificaux et petites cités indépendantes. Cette fragmentation permettait aux Vikings de frapper où ils voulaient, de jouer les factions les unes contre les autres, de négocier avec un roi pour attaquer un autre. Deuxièmement, les Vikings du IXe siècle étaient au sommet de leur puissance. Ils avaient perfectionné leur technique de navigation, développé une culture militaire redoutable, établi des bases permanentes en France et en Angleterre. L'expédition d'Astein en Méditerranée représente l'apogée de cette expansion. Jamais auparavant, jamais après, les Vikings ne pénétreront aussi profondément en Méditerranée. Troisièmement, l'histoire montre les limites de la puissance viking. Malgré leur audace, leur férocité, leur supériorité navale, ils ne pouvaient pas conquérir des territoires bien défendus. Rome, avec ses murailles formidables et sa population nombreuse, restait hors de leur portée. La catastrophe du détroit de Gibraltar prouve qu'ils n'étaient pas invincibles. Les Maures, avec leur technologie supérieure, le feu grégeois et leur connaissance du terrain, ont infligé aux Vikings leur pire défaite navale. Enfin, le raid de Luna marque un tournant dans les relations entre Vikings et chrétiens. Pendant des décennies, les monastères et les églises avaient été des cibles privilégiées parce qu'ils étaient riches et mal défendus. Mais en utilisant la religion chrétienne comme arme, en feignant une conversion pour pénétrer dans Luna, Astein a franchi une ligne. Les chroniqueurs chrétiens l'ont noté avec horreur. Pour eux, Astein incarnait le mal absolu. Un païen qui non seulement rejetait le christianisme, mais s'en moquait ouvertement. Cette image du viking comme incarnation du mal, comme fléau envoyé par Dieu pour punir les péchés des chrétiens, dominera l'historiographie médiévale pendant des siècles. Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec le romantisme nationaliste scandinave, que les Vikings seront réhabilités comme explorateurs courageux et guerriers nobles. L'histoire d'Astein et de Luna a fasciné les créateurs pendant des siècles. Bernard Cornwell en a fait l'un des personnages de sa série de romans historiques, Les Histoires saxonnes. Dans l'adaptation télévisée The Last Kingdom,
Hastein est incarné par Jeppe Beck Lorsen comme un antagoniste récurrent. La série Vikings de History Channel s'est inspirée librement de l'expédition méditerranéenne, bien qu'elle ait mélangé les personnages et les événements. Dans la série, c'est Björn Côte de Fer qui joue le rôle principal, Hastein étant relégué au second plan. Pourquoi cette histoire continue-t-elle de fasciner ? Probablement parce qu'elle combine plusieurs éléments narratifs puissants. L'ambition démesurée, la ruse brillante, l'erreur humiliante, la rédemption partielle. C'est une tragédie dans le sens grec du terme, un héros aux capacités exceptionnelles qui échoue à cause d'un défaut fondamental. Hastein croyait pouvoir conquérir Rome par la ruse et la force. Il a sous-estimé l'immensité du monde méditerranéen, la complexité de sa géographie, la solidité de ses défenses. Son orgueil l'a aveuglé. Ou peut-être était-ce simplement l'inévitable ignorance d'un homme de son temps. Dans les sagas nordiques, les héros ne sont jamais parfaits. Ils ont des défauts, ils commettent des erreurs, ils subissent des humiliations. Ce qui compte, c'est la façon dont ils réagissent. Hastein a réagi comme un viking. Il a pris son butin à Luna, il a poursuivi ses raids, il a capturé un roi pour compenser ses pertes. Il n'a pas atteint Rome, mais il est rentré chez lui riche et célèbre. Aujourd'hui, plus de 1000 ans après les événements, que reste-t-il du raid d'Hastein sur Luna ? Des ruines romaines dans un village italien paisible. Des paragraphes dans des chroniques médiévales. Une anecdote racontée dans les livres d'histoire. Mais cette anecdote nous en dit beaucoup sur une époque charnière de l'histoire européenne. Le IXe siècle marque la fin de l'unité carolingienne et le début de la féodalité. C'est l'époque où l'Angleterre se forme sous les coups de boutoirs vikings. C'est le moment où la Normandie naît de l'établissement permanent de Scandinaves en France. C'est la période où l'Espagne musulmane atteint son apogée culturel. Les Vikings, comme Hastein, ont été des acteurs cruciaux de cette transformation. Ils ont forcé l'Europe chrétienne à se réorganiser, à construire des châteaux, à développer de nouvelles structures militaires. Les raids vikings ont redistribué la richesse, créé de nouveaux équilibres de pouvoir, forcé les royaumes faibles à s'adapter ou à disparaître. Hastein lui-même incarne les contradictions de son époque. Païen dans un monde de plus en plus chrétien, il finira peut-être par se convertir. Pirate et pillard, il deviendra comte et protecteur d'abbayes. Terreur de l'Europe, il servira d'intermédiaire entre Francs et Vikings. Ses fils seront baptisés de force par Alfred le Grand, participant malgré eux à l'assimilation des Nordiques dans la civilisation européenne. Le raid de Luna, avec son mélange de triomphe et de désastre, de ruses brillantes et d'erreurs embarrassantes, résume parfaitement l'aventure viking. C'était une époque d'audace extraordinaire, où des hommes partaient avec quelques navires conquérir le monde. Parfois ils réussissaient, parfois ils échouaient, mais ils changeaient l'Europe à jamais. Et quand Hastein est revenu de Méditerranée, même s'il n'avait pas atteint Rome, même s'il avait perdu les 2/3 de sa flotte, il pouvait dire une chose que presque aucun viking avant lui ne pouvait prétendre. Il avait vu la Méditerranée. Il avait combattu des morts en Afrique. Il avait pillé les villes de 3 continents. Il avait capturé un roi et rançonné un royaume. Ce n'était pas Rome, mais c'était quand même une sacrée histoire à raconter. Luna dort aujourd'hui sous le soleil de Ligurie. Les touristes visitent ses ruines, admirent son amphithéâtre, photographient ses colonnes brisées. Peu savent qu'un jour de 860, des hommes venus des fjords de Scandinavie ont cru que cette ville était Rome. Peu imaginent la terreur qui a dû saisir ses habitants quand les dracars sont apparus à l'horizon. Mais dans les grandes halles du Nord, autour des feux qui éclairent les longues nuits d'hiver, on raconte encore l'histoire d'Hastein le rusé. On parle du chef qui s'est fait passer pour mort, qui a ressuscité dans une église, qui a ouvert les portes d'une ville en trompant un évêque. On ne précise pas toujours que ce n'était pas Rome. Les bonnes histoires méritent parfois quelques arrangements avec la vérité. Et après tout, comme l'auraient dit les Vikings eux-mêmes, ce qui compte, ce n'est pas la ville que tu as prise, c'est l'or que tu as ramené chez toi.